Donc Johan, toi tu es un des initiateurs de la monnaie libre le jaune, je pense que ça s'appelle comme ça, dans le Diois. Et bon, pourquoi favoriser l'émergence d'une monnaie libre autre que la monnaie qu'on utilise, l'euro ouais. Et ben, quand on s'intéresse au système monétaire, quand on regarde en fait sous le capot du moteur pour essayer de comprendre en fait d'où vient l'argent, qu'est-ce que c'est qu'un système économique, voilà. Et ben moi c'est ce que j'ai fait en essayant de m'intéresser aux monnaies locales. Et en fait du coup ça m'a amené à me documenter et on s'aperçoit que l'argent aujourd'hui n'est pas la prérogative des États, contrairement à ce qu'on peut croire encore. Il y a pas mal de gens qui croient que c'est encore les États qui créent la monnaie. Il y a aussi beaucoup de gens qui croient que la monnaie est adossée sur une valeur de réserve, l'or. Ça c'est fini depuis bien longtemps. Donc voilà, déjà moi je ne savais pas tout ça, donc j'ai découvert que la monnaie n'était adossée à rien, que ce n'était pas les États qui la maîtrisaient. Et du coup je me suis dit, mais c'est bizarre, alors qui la maîtrise au final? Et bien il s'avère que c'est les banques privées, donc c'est des entités privées aujourd'hui qui ont le droit d'émission de la monnaie qu'on utilise nous en tant que citoyens. Donc c'est assez étonnant de savoir qu'il y a des entités privées qui créent un instrument d'échange qui est censé servir le bien collectif. Voilà. Sauf les banques centrales, non? Alors, pour rentrer dans les détails, en fait, il faut savoir qu'il n'y a que 5% des échanges qui se font dans l'économie réelle, c'est-à-dire sur des échanges pour des biens et des services qui utilisent la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie en pièces ou en papier. Le reste, les 95%, représentent juste des échanges de spéculation, des échanges ordinateur à ordinateur, etc. Donc on s'aperçoit déjà que la part des échanges que nous on connaît au quotidien, elle est minime par rapport au flux réel d'échanges. En fait, c'est les États, les banques centrales des pays qui créent ces pièces et ces billets. Ok, ils battent monnaie. Ils battent monnaie. C'est une des prérogatives d'un État. Un État, il bat la monnaie, il a une armée, il définit un certain nombre de compétences régaliennes, etc. Donc les banques centrales des États battent monnaie. Par contre, c'est les banques privées qui ont le droit, selon ce qu'elles ont dans leurs réserves de cette monnaie fiduciaire, sous papier et pièces, qui ont le droit d'en générer. Et le rapport, c'est de 1 à 10. Par exemple, si moi, en tant que banque, j'ai 1 de cette monnaie nationale, je peux en créer 10 fois plus. Voilà, ça pourrait être une simple forme de délégation, parce que, je ne sais pas quoi, l'État n'a pas les moyens, parce qu'ils savent mieux le faire. Sauf que l'opération que fait une banque privée, c'est une invention. Elle est autorisée à inventer, littéralement, de la monnaie, au moment où nous, en tant que particuliers, on va solliciter des crédits. C'est-à-dire que on appelle ce principe de monétaire la monnaie dette. C'est-à-dire que l'argent est créé au moment où nous nous endettons. C'est juste, on va voir le banquier, on dit voilà, je voudrais acheter une maison à 100 000 euros. Le banquier, il ne va pas regarder dans ses réserves s'il les a, les 100 000 euros. En fait, il va inventer littéralement 100 000 euros, il inscrit 100 000 euros, sous contrepartie que nous, on le rembourse. Sauf qu'on ne le rembourse pas juste des 100 000 euros. On va le rembourser des 100 000 euros plus l'intérêt que eux prennent dessus. Et c'est bien ça la problématique, puisqu'ils inventent l'argent qu'ils nous prêtent au moment où nous on s'engage à s'endetter, sauf qu'ils rajoutent une part à rembourser en plus, un intérêt, qui du coup ne peut pas être effacé au moment où moi je lui rembourse mon crédit. C'est-à-dire que moi je vais être obligé d'aller capter cet intérêt dans l'économie réelle,
par le biais de mes salaires, de mon travail, et que je vais le donner à la banque. Donc on rembourse plus que ce qui est créé à ce moment-là. Et comme tout le monde fait ça, c'est-à-dire que, en fait, les banques sont les aspirateurs à intérêt. C'est comme si on doit rembourser plus que ce qui existe réellement de monnaie. Et ça crée une course en avant. Et c'est aussi ce qui fait qu'on est dans une logique de croissance sans fin, une croissance de la dette, mais c'est aussi pour ça qu'on est sur une économie de croissance, parce qu'en fait, il faut continuer, on ne peut pas se permettre de s'arrêter. Parce que si on s'arrête, finalement, de faire des crédits, de stimuler en fait, la création bancaire, etc., eh ben, on est rattrapé par cette dette. Si on doit rembourser toute la dette aujourd'hui, il n'y a pas assez d'argent circulant réellement pour rembourser les dettes que nous avons tous auprès des banques. Et donc, de ce que tu disais au tout début, on est au-delà de la capacité de création monétaire de 1 à 10. Eux, ils jouent dans ce cadre-là, de 1 à 10. Ah oui, ok. Eux, ils jouent parce qu'en fait, à chaque fois, ils en créent, mais comme on les rembourse régulièrement, donc ça fait, ils se remettent à flot. Ah oui, c'est ça. Donc, les banques privées prennent des intérêts en plus auprès des citoyens, mais le comble, c'est que les États empruntent aussi auprès des banques privées. Donc finalement, oui, c'est ça. à travers les cotisations sociales, les impôts, nous contribuons à aider l'État à rembourser les prêts que lui-même a fait auprès des banques privées. Alors qu'avant 1973, l'État avait la création monétaire totale, donc il avait le libre choix de faire une politique de relance, de réinjecter massivement et puis après de les faire disparaître. Il était autonome là-dedans. Là aujourd'hui, il doit payer des intérêts pour aider l'économie en réinjectant de la monnaie ou d'une autre. Enfin, c'est comme si l'État s'est donné lui-même, en fait, finalement, s'est mis dans une situation d'asservissement à des banques privées. C'est ça. Donc là, on est dans un truc où c'est complètement fou, au final. Et donc, par rapport à l'impôt, justement, on plaide pour l'impôt, l'exemplarité, c'est-à-dire ça fait partie de la solidarité et de la capacité d'un État à mettre sur pied des services publics. Et donc, en fait, ça ne sert à rien. Disons qu'il y en a une grande partie, finalement, qui sert à renflouer enfin, à renflouer quand il y a des prêts à 1, mais à rembourser les dettes que l'État lui-même se met sur le dos auprès des banques privées, etc. Donc ça, c'est quand même complètement dingue. Et en plus de ça, donc il y a déjà ce truc-là, c'est que le service public, enfin, en tout cas, ce qui nous sert, nous, au quotidien, au sein d'un État, et qui devrait garantir qu'il y ait des échanges, etc., qu'on a accès de la même manière à un bien qui nous permet d'échanger, en fait, une monnaie. Il y a déjà un avantage pour les banques privées, puisque c'est elles qui décident, ou pas, à qui elles vont attribuer des prêts. Et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout égal, on n'est pas égaux devant la monnaie. Tout à fait. Quelqu'un qui vient avec déjà un capital, il aura plus de facilité à ce qu'on crée de la monnaie pour lui. Des grandes entreprises qui ont déjà pignon sur rue, qui ont leur gros système économique en place, ils vont avoir un accès facilité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont déjà le plus proches de la source d'émissions, qui sont déjà dans des situations d'opulence, vont être facilités. Donc en fait, c'est une réaction en chaîne. La dette grossit de manière exponentielle, mais les gens qui ont déjà aussi cette capacité d'accéder aux ressources monétaires, sont ceux qui de toute manière seront vitam aeternam les plus à même d'y avoir accès. Donc en fait, on s'aperçoit que la chose est complètement faussée. Et donc, l'idée d'une création monétaire autre. Oui, c'est ça. En fait, il y a toujours eu des alternatives qui sont tentées, que ce soit sur les crédits mutuels, les systèmes d'échange locaux, des choses qui étaient souvent de petite échelle, qui étaient limitées techniquement. Mais il se trouve qu'avec la révolution numérique ou le nouvel outillage qui est apparu avec ça, et les nouvelles pratiques, en fait, les nouvelles formes de culture, notamment des logiciels libres, on s'est aperçu on pouvait hacker, on pouvait essayer d'aller rebidouiller le principe même de création monétaire. C'est-à-dire, souvent, et d'ailleurs le public fait ça aussi, c'est-à-dire qu'on regarde comment redistribuer. On regarde après coup comment faire. C'est-à-dire, il faut prendre plus d'impôts là, on va redistribuer, donner aux pauvres et prendre aux riches comme ça. Mais souvent, ça veut dire qu'on regarde que la partie aval. On ne regarde pas la partie en amont. Oui. Et dans l'égalité économique, l'égalité monétaire, il faut regarder comment
en amont comment est créée la monnaie. Et du coup, il y a des gens qui se sont intéressés à ce principe-là et qui se sont du coup appuyés sur ce qu'a permis les évolutions technologiques comme la blockchain, c'est-à-dire des systèmes en fait qui sont des systèmes de livres comptables ouverts, ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès, qui sont non pas centralisés, c'est-à-dire dans la main de juste une seule entité, qu'elle soit privée ou étatique. À partir du moment où il n'y a qu'un seul point qui peut contrôler, avoir accès, modifier, voilà, on n'est plus dans un mode de partagé, de gouvernance ouverte. Donc la blockchain ouvrait toutes ces possibilités-là, c'est-à-dire un accès ouvert, une sécurisation qui repose sur la diversité du réseau. Il n'y a pas un seul acteur qui le sécurise et qui dit « moi je te laisse entrer ou je te laisse pas entrer ». C'est parce qu'il y a ce réseau qui communique, voilà, ça sécurise l'histoire, que ont pu apparaître des nouvelles formes de monnaie qui reposent sur d'autres bases. Et qui reposent sur des bases qu'on appelle le peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne. Et moi, celle qui avait le plus de sens pour moi dans ma recherche à ce moment-là, d'essayer d'aller vers comment contribuer à poser les bases d'un nouveau système économique et donc de nouveaux instruments, et ben, j'ai découvert la monnaie libre et qui aujourd'hui me paraît une des initiatives qui sont vraiment porteuses de sens et qui, à l'échelle 1, en expérimentation, permettent d'y aller pas à pas. Et elle repose sur 4 libertés de base. Ils les reprennent d'ailleurs au logiciel libre, c'est un peu sur le même fonctionnement. La première liberté, liberté 0, c'est la liberté de choisir la monnaie. Voilà. Elle n'est pas imposée. Dans un État, par exemple, aujourd'hui, la monnaie est imposée. On ne peut pas choisir d'utiliser d'autres monnaies que celles de l'État. On ne peut pas cotiser dans d'autres monnaies que celles de l'État. Donc, la première liberté, c'est la liberté de choisir la monnaie. La deuxième liberté, c'est la liberté d'avoir accès aux ressources dans un principe de non-nuisance. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse avoir un accès libre et équitable à la monnaie en tant que ressource. Comme on a vu tout à l'heure, c'est plus facile pour quelqu'un qui a déjà un gros capital ou des actions en bourse d'avoir accès à la monnaie que quelqu'un qui débute dans la vie ou dans une autre situation. Donc en fait, il n'y a pas d'égalité d'accès à la ressource dans le système classique. La troisième, c'est la liberté de produire et d'estimer la valeur dans la monnaie. Et la quatrième, c'est la liberté d'échanger dans la monnaie. Voilà. Et son principe est simple, c'est Stéphane Laborde, qui est la personne qui a le premier travaillé sur ce qu'il a appelé une théorie relative de la monnaie. Et cette théorie est sortie en 2011, c'est-à-dire juste après les premières crypto-monnaies et juste après la crise qu'on a connue en 2008. Mais les deux sont arrivés en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les réponses ont mûri en même temps que la conscientisation qu'on a eue, nous, qu'en fait le système financier est complètement pipé, qu'il y a des bulles spéculatives qui ne correspondent plus à rien, que la valeur, elle est complètement manipulée par les banques privées et tout ça, et ben, sont apparues des formes d'alternatives. Et c'est celles dans lesquelles on essaie de... Donc du coup, ouais, pourquoi une monnaie libre? En fait, une monnaie libre, elle cherche à répondre à la problématique d'avoir une répartition égale pour toute personne dans un espace donné, d'avoir les mêmes droits et le même accès d'utiliser la monnaie comme instrument économique. C'est d'essayer de trouver des solutions pour avoir un accès, une répartition, une gouvernance qui soit plus horizontale, plus égalitaire pour tous, en fait, à la fois dans l'espace et dans le temps. Ce qui n'était pas le cas avec tous les systèmes classiques qu'on connaît comme l'euro et tout ça. Donc c'est une tentative d'aller dans ce sens. Ok, merci.